Bonjour, donc aujourd'hui on doit compléter ce qu'on s'est dit déjà la dernière fois en essayant de reprendre une carrière hospitalo-universitaire. Donc on est sur une logique pour discuter des postes de praticiens hospitalo-universitaires, de maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers et des professeurs des universités praticiens hospitaliers. Donc les PHU, les MCUPH, les PUPH. Ce qu'on fait donc à la faculté de médecine et de pharmacie et d'odontologie, d'ailleurs c'est la même logique, c'est d'avoir une commission de prospective qui va analyser ces différents dossiers. Comme je vous l'avais dit, la commission de prospective, elle est constituée de membres qui viennent de la faculté, nommés par le doyen, et de membres qui correspondent à la commission de prospective du CHU, qui correspondent, où les individus correspondent à peu près à tous les pôles du CHU. Tous ces membres doivent donc analyser les différents dossiers, auditionner les candidats et ensuite classer les différents candidats en fonction de la qualité des dossiers. Alors comment on va analyser les choses au niveau d'une commission de prospective? Les dossiers sont donc reçus pour le 31 janvier de chaque année civile, pour envisager donc des nominations au 1er septembre de l'année N+1. Au mois de janvier, on reçoit les dossiers, on fait une réunion au cours du mois de février en regardant tous ces dossiers, et au cours de cette réunion, des rapporteurs vont être nommés au sein de la commission pour analyser plus précisément les dossiers. Comme dans une revue scientifique, finalement. On est sur une même logique, on a des rapporteurs qui vont travailler et qui présenteront ultérieurement leurs travaux au niveau de la commission. Et c'est eux qui vont suivre plus précisément les choses et qui iront au fond des dossiers, qui regarderont exactement ce qui se passe. Et ensuite, il y aura donc une audition. Cette audition, en général, a lieu donc au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année civile. Et au cours de cette audition, donc, on voit tous les candidats. Cette audition, en général, elle dure selon la demande du poste, PHU, MCUPH ou PUPH, entre 20 et 25 minutes. Le candidat va exposer ses titres et travaux et ses projets sur une dizaine de minutes, et après on discutera au niveau de la commission. Alors qu'est-ce qui était important au niveau d'une commission de prospective? Il y a la qualité de la personne, il y a le dossier, et puis il y a bien sûr une prise en compte de la discipline pour laquelle le candidat représente, que le candidat représente. Alors, concernant la personne en elle-même, il y a des questions sur son intégration dans l'institution. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que on est obligé d'analyser l'ensemble de la discipline et comment le candidat se positionne dans sa discipline. Donc c'est là où on va regarder des questions qui sont aussi des questions relationnelles au sein des équipes. Et les rapporteurs sont amenés à interroger tous les gens qui travaillent autour du candidat. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et on ne veut pas, au niveau d'une commission de prospective, avoir des candidats qui pourraient être complètement dysfonctionnants au sein d'une équipe. On est parti sur des carrières très longues et s'il pourrait y avoir des problèmes interindividuels majeurs, cela est un vrai problème.
Ensuite, on va regarder le projet, donc le projet de la personne. Ce projet, il est bien sûr sur un plan d'activité de recherche, mais aussi sur le plan pédagogique. Le projet de recherche, il s'intègre également lorsqu'on devient PUPH dans un programme, un vrai programme de recherche qui doit être intégré dans une unité de recherche, dans le service hospitalier et avoir une vraie perspective, quelque chose qui soit innovant, quelque chose qui puisse emmener toute une première partie de carrière en tout cas, pour lequel on a quelque chose qui soit globalement cohérent, qui soit innovant et qui puisse être porteur de quelque chose de positif pour l'institution. C'est-à-dire que l'institution se dit il faut qu'on puisse vraiment investir sur son candidat puisque ce candidat a un projet structurant. Donc ça, c'est une deuxième chose importante. La pédagogie, l'enseignement, également très important, c'est quelque chose où il faut que le candidat arrive à faire passer en commission qu'il a envie d'enseigner, qu'il aime ça, pour lequel c'est une vraie passion qui est celui de la transmission et cette volonté d'enseignement. Alors il y a plein d'éléments qui peuvent correspondre à ce type de caractéristiques, mais il faut arriver à faire passer finalement cette passion de l'enseignement qui me semble tout à fait important. Donc là on est sur des choses qui correspondent finalement au projet, à la qualité de la personne, à la qualité de son investissement en enseignement. Et bien sûr, vous avez la partie prérequis. Alors ça, c'est bien évidemment très variable en fonction que l'on soit PHU, qu'on soit MCU-PH ou qu'on soit PU-PH, mais le prérequis, si on prend le PU-PH titre le plus élevé, les prérequis sont relativement importants puisqu'il y a la question de la mobilité. Et vous avez vu que dernièrement, la réglementation est en train d'évoluer. On attend qu'elle soit complètement stabilisée, mais très probablement cette mobilité peut se faire, y compris dans des zones géographiques beaucoup plus proches qu'avant. Il y a la question de l'habilitation à diriger la recherche. Lorsqu'on demande un poste de PUPH, j'insisterai sur cette question. Une habilitation à diriger les recherches doit se faire dans l'année N-1 de la nomination. C'est-à-dire au cours de l'année, finalement, où le dossier est déposé, où le candidat est auditionné. C'est très long, une HDR. Ça demande de longs mois entre le moment où le dossier est déposé à l'université et le moment où réellement l'audition peut se faire. Ce qu'il faut comprendre dans une habilitation à diriger les recherches, c'est que les personnes qui s'occupent de ça à l'université de Lorraine, à l'école doctorale et au conseil scientifique de l'université, ce qui est l'élément essentiel, sont essentiellement du personnel scientifique. Et que donc les scientifiques ont de temps en temps des modes de fonctionnement ou de jugement qui peuvent être différents que les médecins. Et en ce sens, il faut s'adapter également aux prérogatives que les scientifiques veulent mettre en exergue. On doit, pour une HDR, être porteur de suivi d'étudiants, idéalement bien sûr des thésards en thèse d'université, d'avoir conduit des masterants, et on peut avoir conduit également donc un certain nombre de thèses d'exercice. Mais pour qu'une thèse d'exercice puisse être valable dans un dossier d'HDR, il faut que l'étudiant soit premier auteur et que l'encadrant,
donc le candidat à son dossier d'HDR, soit dernier auteur. Il est hors de question dans ces histoires-là d'avoir encore des chefs de service ou des chefs de discipline qui soient dernier auteur ou l'encadrant ne le soit pas. Donc ça, il faut être extrêmement clair là-dessus. Si vous voulez que ces dossiers puissent être pris en compte dans un dossier HDR, interne, en général c'est des internes, premier auteur, dernier auteur, l'encadrant. Ce dossier d'HDR, il peut prendre quasiment 1 an, entre le moment où on fait les premières démarches et au moment où on peut faire une audition. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être très anticipé. Il faut prendre contact d'abord avec l'école doctorale Biose et ensuite les dossiers seront analysés, seront déposés à l'université. Il y aura des rapporteurs extérieurs à l'université, des rapporteurs intérieurs, et ensuite il y aura une autorisation qui sera donnée pour faire son HDR, pour la soutenir. Et à ce moment-là, l'autorisation sera donnée. Mais tout ça, il faut que ce soit fait donc au cours de l'année N-1 au maximum. Et il y a des candidats qui ont déjà une HDR avant même le dépôt du dossier. Donc tout ça, c'est très important. Il y a bien sûr les publications qu'on a déjà décrites. Le ministère, il y a quelques années, avait donné un cut-off qui était de 200 points pour un poste de MCUPH, de 400 points pour un poste de PUPH. Alors, il faut le prendre avec relativisme. Ce n'est pas quelque chose qui doit être pris à la lettre, mais en tout cas, ça donne un ordre d'idée sur le nombre de points possibles. Ce qui est important aussi, et que la commission de prospective voit, c'est la progression du candidat. C'est qu'au fur et à mesure, il publie de plus en plus. Il faut que ces publications aient une certaine linéarité. Donc, que la commission de prospective ait l'impression que le candidat, au fur et à mesure, progresse dans ses publications. L'outil de travail a été mis en place pendant quelques années, puis au fur et à mesure, cet outil de travail devient de plus en plus productif en termes de publication. Il y a toujours un élément, par exemple, qu'on verra de façon particulière en commission de prospective, ce serait un candidat qui aurait publié pour avoir un poste de MCUPH à un moment de sa carrière, par exemple, puis ne ferait plus rien pendant 4-5 ans, puis de nouveau se mettrait à publier pour essayer de candidater à un poste de PUPH. Pour nous, c'est quelque chose qui doit être interrogé, parce que ce n'est pas très logique dans la progression d'un candidat. Donc, il faut aussi montrer à la commission de prospective une certaine linéarité, ce qui correspond à une cohérence globale de la progression de son programme de recherche. Concernant les MCUPH, on a beaucoup moins de prérequis. Finalement, les prérequis correspondent à ce qui est demandé en général par les CNU. Donc autour de 200 points, on a dit, sur les publications. La thèse n'est pas obligatoire, même si l'inscription en thèse, le développement de la thèse est obligatoire, mais le fait d'avoir une thèse d'université n'est pas retenu de façon systématique par un certain nombre de CNU. D'autres CNU veulent déjà que la thèse soit obtenue. Donc ça, c'est en fonction des CNU, il n'y a pas de règle générale là-dessus. Ce qu'il faut comprendre au niveau d'une commission de prospective, c'est que qui dit obtention d'un poste de maître de conférence des universités praticiens hospitaliers veut dire que logiquement, ce candidat demandera un poste de professeur d'université quelque temps après. Ça veut dire que lorsqu'on donne une autorisation pour un poste de MCUPH, la logique, c'est que de toute façon, ce candidat devienne PUPH. Donc on est sur cette logique-là. Donc il faut que dès
qu'il y a une demande de poste de MCUPH, l'ensemble du programme scientifique, de la progression du candidat pour lui-même et dans sa discipline deviennent déjà éclairantes. Si on voit qu'il y a des soucis à ce niveau-là, c'est là où la commission de prospective aura un regard très particulier. Concernant les postes de praticiens hospitalo-universitaires, donc nous sommes sur une logique d'un clinica qui se poursuit. En général, à ce niveau-là, on est encore dans une grande confiance par rapport aux leaders d'équipe, aux chefs de discipline, chefs de service qui proposent ce type de candidat. Les publications sont souvent encore relativement limitées, mais on doit voir à peu près la personnalité du candidat, sa volonté de s'investir dans l'institution, la volonté de faire un programme de recherche, des candidats qui ont déjà des idées relativement claires à ce niveau-là, qui ont envie de s'investir dans l'enseignement. Donc on est sur ces cadres-là. La commission de prospective a auditionné tous les candidats, donnera son avis, et ensuite, en début d'été, fin juin, début juillet, on a à ce moment-là une commission qui va classer finalement les candidats pour les PHU, pour les MCUPH et pour les PUPH. En général, entre l'audition qui a lieu au mois d'avril et cette commission de fin juin, début juillet, on aura des informations complémentaires qui sont indispensables, qui correspondent en général au pré-CNU. Et donc les CNU donnent leur avis sur le candidat, et là les facultés sont obligées de prendre en compte ces avis des CNU, et c'est aussi l'avancement de l'habilitation à diriger les recherches, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les postes de professeur d'université et praticien hospitalier. Et à ce moment-là, on doit classer. Alors, ce classement, c'est une décision qui est de la commission de prospective. Et ce classement, il peut parfois n'avoir que peu d'intérêt, lorsque le nombre de postes disponibles, finalement, correspond à peu près au nombre de candidats. Et à ce moment-là, les choses sont assez faciles. Mais lorsque le nombre de postes disponibles est bien inférieur au nombre de candidats, c'est là où ce classement prend tout son compte. Et on est obligé à ce moment-là de classer en fonction donc des priorités, les candidats qui nous semblent les plus importants à faire passer dans l'immédiat. Et vous pouvez avoir un certain nombre de candidats pour lesquels la commission de prospective a donné un avis très favorable, donc pour lequel on est, nous, en faveur du dossier du candidat et de sa personnalité, mais du fait du nombre de postes limités, on le programmera sur l'année d'après, puisque on a à ce moment-là un nombre limité de postes. Donc la commission de prospective a toujours aussi une logique sur 2-3 ans. Et ça, c'est important aussi à comprendre. Certains candidats peuvent mal vivre le fait qu'on ne les reçoit pas pour l'année pour laquelle la candidature se fait, mais en leur demandant d'attendre encore un an. Mais ça, il faut le vivre de façon très tranquille. L'avis important, c'est l'avis favorable de la commission de prospective. À partir de la commission de prospective donne un avis favorable, de toute façon, il y aura un poste. Après, le calendrier, finalement, ne dépend ni du candidat, ni de la commission de prospective, mais dépend simplement du nombre de postes disponibles, et on est obligé de s'adapter à ce fait incontournable. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel à bien comprendre. Dans les dossiers qui sont présentés à la faculté,
Donc vous avez un curriculum vitae, vous avez toute une série de données correspondant à l'activité du service, à l'activité du candidat, et vous avez le programme de recherche qui doit déjà être indiqué, et enfin vous avez des grilles qui correspondent aux grilles SIGAPS et aux grilles SIAPS. Les grilles SIGAPS, c'est les publications donc, qui correspondent aux 200 et 400 points dont on a évoqué tout à l'heure, et la grille SIAPS qui correspond à l'investissement en enseignement et aux différents chargés de cours, diplômes d'université, toutes les missions qui sont faites au niveau de la docimologie à la faculté, et plein d'autres choses qui sont prises en compte dans ce score SIAPS qui s'est développé ces dernières années, qui évolue encore d'année en année et qui est décidé au niveau de la conférence des doyens au niveau national. Donc c'est la même grille SIAPS qu'on utilise au niveau national, quelle que soit la faculté. Bon, pour conclure tout ça, l'important c'est l'anticipation de toutes ces démarches au niveau de la commission de prospective. Un dépôt de dossier donc, se fait pour le 31 janvier d'une année, et bien évidemment il faut que ce soit travaillé en amont. Ce travail se fait avec le chef de service ou avec les correspondants hospitalo-universitaires de la discipline. Donc ça, c'est important que tout ça soit mûri, maturé au fur et à mesure du dossier. Tout le monde se fait aider à ce moment-là par les plus anciens dans ce genre de dossier. Lorsque le dossier il est mûr, on voit que les choses sont bien avancées, et finalement, dans la très grande majorité des cas en commission de prospective, les choses se font au fur et à mesure et de façon facile. Il faut voir toutes ces étapes de façon positive. Ça permet de mettre sur le papier ses idées, ses projets. Ça, c'est un vrai travail. Il ne faut pas le voir de façon difficile ou négative. Je pense qu'à partir du moment où on est clair dans ses idées, le travail de rédaction d'un vrai programme et d'un vrai projet se fait très facilement. Il est inutile dans un dossier de commission de prospective de faire 60 pages de programme. C'est pas là le problème. Jamais on ira dans le détail de ce genre de programme. Il faut simplement que ce programme soit affiché dans une cohérence, quelque chose qui soit homogène, qui soit clair, et avec quelques idées forces qui soient bien définies pour lequel l'ensemble de l'institution puisse s'y retrouver. Donc il faut travailler en anticipation, il faut travailler en groupe. Le candidat qui est amené à prendre ce type de poste, c'est aussi un candidat qui émane de l'ensemble d'une équipe. Et en ce sens, l'équipe doit être sollicitée, on doit retrouver les axes de travaux de l'ensemble de l'équipe. Ce dossier de prospective se fait, les différentes étapes se feront là aussi. Bien sûr, insister sur la notion du pré-CNU, qui se fait donc dans l'année de dépôt du dossier. Il y aura l'audition, et là aussi l'audition, il faut la vivre de façon très positive. C'est quelque chose, simplement, on présente ce qu'on est, qui on est, son programme, et déjà les différentes étapes de prérequis. Les choses se font très facilement, et en général, l'ambiance est excellente dans ces auditions. Ensuite, vous aurez après que le dossier ait été validé par les conseillers des ministres, que ce soit le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et du ministre de la Santé, la dernière étape, correspondant à l'année de nomination, c'est le CNU. Et là, chaque CNU a sa propre méthodologie, mais en général, dans 98% des cas, il ne s'agit que d'une formalité. Qui est une espèce de rite d'initiation où on rentre
dans la communauté des hôpitaux universitaires de la discipline au niveau national. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut vivre ça de façon positive, en groupe, de façon dans une perspective aussi de représenter l'avenir de la discipline des années qui vont s'écouler ensuite. Bon courage, prenez ça avec beaucoup de philosophie et présentez-nous des choses claires et homogènes.